Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en live avec Barbara Demers, qui est une ancienne conseillère en placement chez Valeurs Mobilières Desjardins, qui est aujourd'hui fondatrice de l'Académie des finances personnelles. Barbara est intéressante parce que justement, elle a vu les deux côtés de la médaille. Elle a vu comment ça se passait du côté d'un conseiller en placement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un conseiller en placement, c'est le monde dans l'ancien temps appelait ça un broker. Tout le monde a vu Wall Street pour les plus vieux comme moi. Donc Barbara, c'est ça. C'est une spécialiste des finances personnelles et de l'investissement aussi. Je vais l'interviewer sur plusieurs choses. Donc, premièrement, Barbara, désolé de la longue introduction. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. J'espère. Première question, Barbara, tu sais, je t'ai présenté brièvement. Toi, comment tu te présentes? Moi, je dis que je suis spécialiste en bien-être financier. OK. Et que, évidemment, je fais de la formation sur la bonne gestion des finances personnelles et j'excelle à amener les gens à épargner. OK. C'est quand même je dirais que c'est probablement le pire problème en finances personnelles. Même les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont une tendance à dépenser 100% de ce qu'ils gagnent. Donc, très utile. Puis, je vais te revenir sur le sujet, mais je vais te poser les 5 premières questions que je pose à tout le monde. Mon autre question, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent et préférablement un souvenir où tu as un montant précis dont tu te souviens? Oui, absolument. Alors, j'étais adolescente et j'étais très chialeuse pour concernant le linge que ma mère m'achetait. OK. Ma mère, à un moment donné, elle a dit, OK, tu choisis ton linge, mais maintenant, tu fais le ménage et je vais te donner, elle me donnait 20 pièces par semaine. Écoute, ça fait longtemps, là. Je ne dirais pas mon âge, mais c'était beaucoup Mais d'argent. oui, il me semble. Mais je suis un peu plus jeune que toi, puis il me semble que ma mère me donnait 5 piastres par semaine pour faire du ménage. Puis ça a été vraiment mes premiers souvenirs. Puis avec ça, j'ai appris à budgéter, en guillemets, parce que je fallait que je m'achète mes vêtements. Et j'avais essayé une fois, si je ne fais pas le ménage, vas-tu me donner ma paye? Puis je ne l'avais pas eu. OK. On fait le ménage après. Fait que c'est mon premier souvenir. Ouais. Cool. Puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Et ça, c'est toute une question, mon cher Julien. Écoute, quand on parle d'argent, hein, tu sais comme moi que c'est tabou. C'est pour ça que je pose la question. Oui, et quand on dit un chiffre, on juge. Automatiquement, les gens vont juger. Effectivement. Donc, oui, donc ce que je réponds, n'importe quel chiffre, les gens vont juger en C'est soit bien. trop, soit pas assez. Soit qu'on a honte de ne pas gagner assez, ou soit que c'est indécent qu'on gagne trop. C'est ça. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait le fun, qui change un jour, que tu entends le revenu de quelqu'un, puis, hey, ce serait le fun de gagner autant que lui. Comment est-ce que je fais? Tu sais, ça serait un objectif à atteindre. Fait qu'on refera l'entrevue quand les mœurs et la culture aura changé. Exactement. Parfait. Fait que, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton actif net? Même chose? C'est la même chose, c'est ça. Alors, ça dit, est-ce que tu es un habile gestionnaire pour épargner ou pas? Donc, puis si tu es un habile gestionnaire, on est jaloux. Puis si tu n'es pas, regarde, tu es comme moi, on n'est pas pire ni mieux. Là. Donc, mais celui-là, il y a tellement peu de gens qui sont fiers. Il y a des salaires, il y a des très bons salaires dans le monde puis dans la société québécoise, mais dans l'actif net, il y a tellement de gens qui gagnent bien leur vie puis qui n'ont pas des gros actifs nets. Oui. Puis ma dernière question formatée, puis après ça, on entre dans le cadre de l'entrevue. C'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir pour les gens qui nous écoutent ce soir? C'est d'avoir un objectif financier. Okay. C'est aussi simple que ça. Puis à partir du moment où on a un objectif, on pose des gestes pour atteindre notre objectif. C'est comme dans n'importe quoi. Tu voudrais perdre, tu veux suivre un régime, tu veux perdre 10 livres, tu as un objectif, tu suis les recommandations d'un régime. C'est exactement la même chose avec les finances. OK.
Puis justement, tu sais, puis une des raisons pour laquelle je voulais t'interviewer, c'est que tu es une ancienne conseillère en placement, je mentionnais au début. C'est quoi l'histoire? Pourquoi tu as quitté Desjardins puis tu es devenue indépendante puis formatrice avec l'Académie des finances personnelles? Moi, ce que j'aimais beaucoup dans mon travail, il y a très, très, très longtemps, c'est quand j'avais un nouveau client et qui commençait à investir et qui avait pas de connaissances, là, j'avais un fun. Pour moi, là, c'était le fun. J'y montrais, j'y enseignais, tout ça. Hmm, Et ça, c'était mon plus grand plaisir. La gestion des placements, tout ça, c'était le fun. Il y avait un thrill quand même, tu sais, la bourse, c'est le fun. Mais le plaisir d'enseigner était plus grand que le hmm, plaisir de dire je vais m'enrichir avec des placements à la bourse, hmm, etc. Donc, à un moment donné, j'ai pris une décision. Bon, je veux plus m'occuper juste de la gestion des placements, je veux enseigner hmm, aux gens. Puis, c'était plus possible de le faire à l'intérieur du travail parce qu'il y avait des exigences qui étaient de hmm, plus en plus élevées. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté. Puis, je me suis dit, bon, ben mieux vaut tard que jamais parce qu'évidemment, on avance en âge. Puis, je ne voulais hmm, pas commencer à 60 ans. Là, fait que, hmm. Puis, tu sais, le métier a beaucoup changé de conseiller en placement, puis tu me corriges si je me trompe, mais tu sais, puis tu sais, le premier film Wall Street auquel je référais, les années 80, c'était commun d'avoir, puis ça existe encore, mais c'est dans ma perception, c'est en voie de disparition, le courtier qui appelle son client, puis là, il dit telle compagnie, il y a du mouvement, là, c'est le temps, il faut acheter, puis là, tu rappelles le lendemain, puis il y a quelque chose d'autre, il faut acheter ou il faut vendre. Et j'ai l'impression que la plupart des institutions, il y a eu des abus, il y a eu des pratiques peu éthiques qui ont eu lieu. Et là, en fait, ils ont dit aux conseillers, ben, vendez des tranches de notre gestionnaire de portefeuille à l'interne et ne vous souciez pas de placement vous-même. Est-ce que il y a eu cette transformation-là de ton côté? oui, effectivement, il y a eu cette transformation-là. Puis c'était aussi qu'il y avait une espèce de mouvement où on voulait être de plus en plus professionnel, de plus en plus ressembler aux gestionnaires d'actifs des fonds mutuels. Hmm, C'est un petit peu comme ça là, que ça s'est passé. hmm, Et puis, il y a plein d'excuses qu'on peut trouver, mais il y avait aussi le fait qu'un conseiller pouvait avoir des centaines et des centaines de positions différentes en bourse. Tu n'es pas hmm, capable de tuer des actions, hmm, là, c'est impossible. Et là, on disait, ben là, réduisez, là, parce que vous n'êtes pas capable de suivre adéquatement. Donc, ça a été hmm, vraiment pour le bénéfice des clients que ça a été hmm. fait. OK. Honnêtement, là, ouais. Puis là, je sais pas si j'aurai plus de chance. C'était quoi ton actif sous gestion quand tu es parti? Écoute, j'étais une petite conseillère en Hmm. placement. J'avais juste 46 millions. OK. Puis est-ce que tu as réussi à vendre ce livre-là je pense qu'on dit un livre d'affaires On à un appelle ça collègue? beau, là, ouais, c'est ça, Oui. ouais. Ouais, OK. quand je suis Génial. Génial. Puis qu'est-ce que puis tu sais pour une des choses que je voulais explorer avec toi, c'est vraiment tu sais qu'est-ce qu'un conseiller en placement fait parce que tu sais nous chez Arbekin on a lancé un répertoire de conseillers. On a fait du référencement auprès des conseillers. Fait qu'on, il y a plein de gens qui disent, ben moi, je veux pas m'occuper de mes placements moi-même, je veux faire affaire avec un conseiller qui va m'accompagner. Qu'est-ce qu'un conseiller en placement peut faire pour un individu? Puis qu'est-ce qu'un conseiller en placement peut plus ou moins faire? Ben, ce qu'il peut faire, c'est évidemment aider la personne à accumuler des actifs, à gérer ses placements, à l'aider, hein, parce que les placements, il y en a des milliers et des milliers. Donc, en tant qu'individu, quand on n'a pas les connaissances, c'est difficile de dire qu'est-ce que je choisis dans tout ça. Hmm, Le conseiller va aider le client dans ce sens-là. Évidemment, il y a une espèce évidemment, le conseiller et le client se connaissent et grandissent ensemble. Et puis, le conseiller va aider le client à avoir encore plus d'argent, à plus épargner. Puis, le conseiller, évidemment, va. hmm, Donc, globalement, c'est ce que le conseiller fait. Ce qu'il ne fait pas, ben écoute, ce
qu'il ne fait pas tout ce qui n'est pas du placement, finalement. OK, parfait. Puis comment on choisit un conseiller? Parce qu'une des choses que j'ai apprises dans ce créneau-là, même si moi je ne fais pas du conseil, mais on s'est intéressé à ce domaine-là en tant qu'entreprise, c'est à quel point les gens faisaient peu de recherches et c'était un monde très de référence. Donc, mon cousin me dit il est bon, mais son cousin n'est pas un consultant en analyse de résultats. Tu sais, les grandes institutions financières, quand ils décident d'utiliser un gestionnaire d'actifs ou un autre, ils font affaire à des consultants qui sont des experts et qui vont évaluer le travail du gestionnaire d'actifs. Là, j'appelle mon cousin, qui est un bon gars, puis il dit, mon conseiller, je l'aime bien, mais il n'y a pas vraiment de connaissances financières. Ça serait quoi la meilleure manière pour quelqu'un qui veut aller trouver le meilleur conseiller possible pour lui? Je te dirais, premièrement, la référence, c'est un des meilleurs moyens. Sinon, tu peux toujours aller consulter, exemple, ton site à toi où tu as une liste de gens. Tu as auprès de l'Autorité des marchés financiers aussi où tu as une liste de conseillers, auprès de l'IQPF où tu as une liste de planificateurs. Non, mais pour trouver le bon, parce que puis il y a des gens aussi qui sont insatisfaits puis qui disent j'ai pas l'impression que mon conseiller fait beaucoup de travail pour moi, mais est-ce que le prochain va être meilleur? C'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'il faut? Puis, tu sais, en l'interviewant, puis c'est nous autres, c'est ce qu'on disait, tu sais, parler, interviewez-en quelques-uns avant de prendre des décisions. C'est quoi les questions qu'on devrait leur poser? Ben, comment est-ce qu'il travaille? Pour lui, qu'est-ce qui est important? Le service à la clientèle, c'est quoi son service qu'il offre? Puis en même temps, c'est de regarder, il faut nous-mêmes qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et là, on va le demander au conseiller, est-ce que c'est important pour lui? Si lui, ça ne l'est pas, comme tu le sens, ça y passe 10 pieds par-dessus la tête, bien, change de conseiller. On n'est pas obligé de se jeter sur le premier qui est là. Puis moi, je suis d'avis qu'il faut rencontrer 2 à 3 personnes avant de faire un choix, à moins qu'il y ait un fit là, mais c'est pas évident, c'est pas les questions à poser. L'AMF, elle va dire, bon, ben, est-ce qu'il est vraiment inscrit? Oui, c'est sûr, il faut vérifier. La plupart des gens le sont, là. C'est un infime parti qui ne le sont pas. Mais s'il ne l'est pas, il faut courir à toute vitesse. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est vraiment, il faut se connaître soi, c'est quoi nos objectifs, puis de poser des questions au conseiller, est-ce que tu es capable de m'amener là? Puis il ne faut pas se fier, comme tantôt je disais, tu rencontres 2, 3 conseillers, tu poses les mêmes questions, puis là, tu peux comparer les réponses, pouvoir sentir lequel risque de t'amener où est-ce que tu vas aller. Mais effectivement, c'est pas facile. Puis présentement, tu fais du coaching puis de la formation. Est-ce que tu peux aller plus loin? Parce que, tu sais, le modèle d'affaires des conseillers, c'est de l'actif sous gestion. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui arrive, qui a 100 000 à placer ou 250 000, ne peut pas passer infiniment de temps avec ce client-là parce que, tu sais, tout le monde veut se rendre à 100 millions puis à 200 millions d'actifs sous gestion. Fait que, en tant que conseiller, est-ce qu'il y a un montant en deçà duquel on va être mal servi? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec tes clients parce que tu es payé à l'heure et non à l'actif sous gestion que tu ne pouvais pas faire avant? Ben là, moi, aujourd'hui, les actifs sous gestion, ça a comme plus rapport avec moi parce que je ne vends pas de placement. Oui. Pour les gens qui ont moins de 100 000, ils n'ont pas accès à des courtiers en valeur mobilière, des conseillers en placement, ce qu'on appelle. Mais par contre, ils ont accès à des représentants d'épargne collective. Et là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choix. Puis, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment de les rencontrer. Est-ce qu'on va être moins bien ou moins bien servi? Non, moi, je ne pense pas. Trouver le bon conseiller, tout simplement. Puis moi, le chiffre que j'ai entendu dans l'industrie, c'est qu'en bas de 250 000, c'est difficile de trouver un conseiller en placement ou quelqu'un qui travaille en valeur mobilière qui peut faire des conseils sur des actions. Puis, exactement. Donc, dépendant des firmes, la moyenne, c'est pas mal 250 000, mais il y a des firmes que c'est 100 000. OK. Puis, une des choses que, tu sais, on en parlait tantôt de la question de l'actif net et de l'épargne, essentiellement. Et en plus, présentement, on est dans un contexte où il y a beaucoup de gens qui ont vu leurs revenus diminuer.
comment on fait pour attaquer ça? Parce que c'est simple, tout le monde dit la question, c'est le budget. Puis, tu sais, nous, chez Arbekin, on a un outil de budget qui facilite la vie des gens puis qui fait des rappels, mais à la fin de la journée, il faut quand même faut se pencher là-dessus. Il faut le faire. Est-ce qu'il y a des trucs? Parce que même moi, personnellement, je dépense trop. Fait que je serais curieux puis en plus, j'utilise Arbekin. Donc, comment on fait pour se tenir à une discipline, surtout quand il y a une partie émotionnelle? Souvent, tu sais, je trouve ça dur, puis je vois personne, fait que je vais aller m'acheter des livres ou peu importe. Et puis là, on se dit, ben, j'ai dépensé trop. Ben, moi, je vois le budget, je vois ça comme un plan, tu sais, comme un peu une planification financière. Là. Bon, c'est un plan. Un budget, c'est un plan. Donc, tu alloues des montants d'argent pour diverses dépenses. Et on se connaît en tant qu'individu, on est des gens d'émotion. Donc, oui, ça va arriver qu'on va dépenser pour quelque chose qui nous fait plaisir, resto, livre, peu importe, ça n'a aucune importance. Mais il y a des petites choses qui nous font plaisir puis qui vient gruger notre budget. Moi, ce que je dis, c'est une dépense, une catégorie de mes dépenses pas folles. Prévois-les. Si tu prévois ces dépenses-là, ben il n'y en a pas de problème. C'est quand tu ne prévois pas qu'il y a un problème. Fait que si tu dis, bon, ben moi, je prévois dépenser 200$ par mois, par exemple, pour m'acheter des livres, aller au cinéma, restaurant, peu importe. Puis ça se peut qu'il y a des mois que c'est 50$, mais il y a des mois, ça se peut que c'est 200$. Donc, je pense que ton conseil, finalement, c'est d'être réaliste. On lit, tu sais, pour les gens qui lisent sur les finances personnelles, ils disent, lui, il a pris sa retraite à 35 ans. OK, j'ai juste à épargner la moitié de mes revenus, ce qui est techniquement possible. Puis là, j'ai mangé du spaghetti à la sauce rose-orange pour économiser. Puis là, on se tanne, puis, tu sais, fuck it, on commande du restaurant, puis... Ben, c'est ça, effectivement, il faut être réaliste. Tu as entièrement raison. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, dans l'industrie, souvent, il y a des gens qui vont se faire des plans financiers par des planificateurs financiers, et c'est souvent des choses qui sont pas mis à jour ou mis à jour tous les ans quand c'est bien fait, alors que la réalité d'un budget, c'est que puis d'une situation financière, c'est que ça souvent, on n'est pas, tu sais, si on a dépassé le plan après 3 mois, est-ce que mettre à jour son plan tout le temps aurait du sens? Qu'est-ce que... Ben oui, absolument. Tu sais, moi, ce que je recommande aux gens, je te dirais la meilleure recommandation, c'est ramasse tes factures d'achat. Peu importe que ça t'a coûté 1$, 10, 20, 30, peu importe. Ramasse tout. Parce que quand on fait un budget, là, il y a des choses, c'est clair, hein, le loyer, assurance, téléphone, tout ça, il y a des choses, c'est clair. On les écrit, mais il y a des choses, c'est comme moins clair. Fait que là, ramasse, là, tu dis, il me semble qu'en restaurant, ça me coûte tant, il me semble qu'en livre, ça me coûte tant, mais on n'est jamais sûr de ça. Donc, pendant 3 mois, ramasse tes reçus, puis regarde. Fait que, on t'a planifié 50$ par semaine pour des restaurants, par exemple. En réalité, ça t'en coûte 75$. Ben, tu fais juste modifier ton budget. Moi, j'aime ça quand c'est simple. C'est ça. Mais en même temps, il faut être réaliste. Il ne faut pas se compter de mentir. Non, ça a beaucoup de sens. Puis, présentement, puis je sais que tu as plusieurs clients, comment tes clients réagissent en général la crise économique? T'sais, d'un côté, on voit nos placements diminuer et en même temps, il y a plus d'incertitudes. Il y a des gens qui sont en arrêt de travail, puis les autres se disent « Oh my God, est-ce que mon entreprise, ça va bien? » C'est rare, les entreprises, à moins qu'on travaille pour Shopify ou peut-être une chaîne d'épicerie, c'est rare les entreprises qui ont jamais été mieux qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une période d'incertitude? Est-ce qu'il faut augmenter notre taux d'épargne? C'est quoi le... Bien, moi, je pense que cette période-là qu'on vit, c'est un beau moment pour réaliser est-ce que dans le passé, on a posé les bons gestes pour s'y arrive un temps comme aujourd'hui. Qu'on se sent solide financièrement, que c'est plate de gruger notre épargne, mais au moins, on n'est pas mal pris. Tu sais. Mais moi, ma clientèle, elle ne se situe pas tellement au niveau des gens qui ont des placements, mais c'est beaucoup des gens qui veulent apprendre à faire un budget. Moi, je suis vraiment à la base. Tu sais.
Donc, c'est ça. Donc, les gens réalisent que oui, je dois poser des gestes en conséquence pour ne plus que ça m'arrive, cette situation-là, puis de me sentir mal. OK. Ouais. Puis au niveau des placements, est-ce que tu continues à faire tes propres placements? J'imagine que oui. Ou, Ah, ouais. Puis est-ce que tu as réagi, toi, personnellement? Non. Tu as gardé le même portefeuille? Oui. Tu sais, quand on a confiance aux actions qu'on a, évidemment, moi, je suis une fille d'action. Moi, j'ai confiance. Fait que oui, il y a une tempête là, mais après la tempête, le soleil revient. Tu sais. Et les crises, j'en ai vécu en 98, 2000, 2008, c'est toutes les crises que j'ai vécues. Puis, c'est ça, t'attends, puis à un moment donné, ça revient. Tu sais, Oui. Je pense que l'erreur classique, c'est vraiment de tout vendre quand ça va mal, puis d'acheter quand ça va bien. Là. Effectivement. Donc, le meilleur truc en placement, c'est d'investir régulièrement, particulièrement si on investit avec des plans d'épargne, exemple en fonds mutuels. Bon, ben, je mets 50$ par semaine, mais t'arrêtes pas là, que ça aille mal, que ça va bien. T'arrêtes pas, tu continues tout le temps. Puis ça, c'est le meilleur moyen. OK. Puis pour enchaîner sur les placements, quel type de personnes devraient aller vers du courtage en ligne puis gérer leur propre placement comme tu le fais? Et quel type de personnes devraient aller vers un conseiller financier selon toi? Moi, à la base, je pense que tout le monde devrait aller vers un conseiller financier. OK. Par contre, de gérer ses placements soi-même, ben, c'est un petit défi, c'est un petit thrill. Fait qu'avec un peu de connaissances, ça prend des connaissances pour investir. Donc, exemple, toi, tu donnes beaucoup d'informations sur les actions, tout ça. Donc, pour quelqu'un qui s'informe, ben là, il peut dire, OK, je vais aller avec du courtage en ligne, puis je vais suivre les recommandations de Hart Bacon ou les enseignements qui sont faits. Et avec ça, créer ses propres expériences. Fait que moi, je pense que les deux, à la base de conseiller, oui, c'est bon, mais les deux en même temps, ben, c'est très correct. Moi, je me rappellerai tout le temps, j'ai eu un client, j'y avais tellement bien enseigné, qui m'avait quitté pour le courtage en ligne. OK. Il a appliqué qu'est-ce que vous aviez enseigné. Ouais, il m'a dit, tu as tout dit, je sais tout. Je l'ai rencontré après plusieurs années, là, puis il était toujours en courtage en ligne, puis il était super heureux comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment avec les connaissances qu'on devient habile. Et, ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses des robots conseillers? Puis là, il y en a peut-être parmi les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas c'est quoi un robot conseiller, donc je vais le définir. Je sais que tu sais c'est quoi. Un robot conseiller, essentiellement, c'est une plateforme en ligne on répond à quelques questions, ça établit notre profil de risque, puis là, ils vont investir dans un portefeuille de fonds négociés en bourse, de fonds indiciels qui essaient de reproduire le marché boursier. Donc, l'idée, c'est qu'on ne choisit pas nos propres placements. Donc, pour les gens qui ont moins de connaissances, ça peut être plus attrayant. Ensuite, on va payer les frais de gestion des fonds et les frais de gestion du robot conseiller qui, ensemble, devraient être moins élevés. Ça va toucher à peu près 0,8 environ point de base, donc par année, du montant investi versus un conseiller. Puis là, ça va dépendre du type de conseiller puis de l'actif, là, mais on pourrait dire, je pense sans se tromper, que c'est du 2%, puis des fois du 3% pour les gens qui ont moins d'argent. Donc, c'est moins cher. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il n'y a pas de relation à personne qui t'enseigne quoi que ce soit. Ben moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça répond à une clientèle. C'est super correct. Parce que la personne qui n'a pas le 100 000 ou 250 000 à investir en bourse, qui veut rentrer, qui veut veut s'assurer d'avoir ben, je dirais des bons conseils, si tu veux, parce que c'est quand même bien fait, là, ces robots-là. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. C'est une belle évolution qu'il y a eu au niveau technologique. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que les robots conseillers sont arrivés au Canada environ vers 2012 ou 2011, je ne sais pas exactement, en tout cas dans ces eaux-là, donc après la crise de 2008.
tu sais, je l'ai fait, puis tu sais, le processus est très, très simple. Ils ont vraiment rendu l'expérience facile. Tu sais, clic, 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 et là, votre argent est investi. Et l'enjeu avec ça, c'est que je suis pas sûr si les gens ont même une compréhension de c'est quoi la bourse ou qu'est-ce qui s'est passé. Et depuis, justement, 2010 ou 2012, ça monte. Donc, les gens se plaignent pas. Je me demande, puis là, on l'a vu, tu sais, puis, tu sais, ils dévoilent pas leurs chiffres publiquement, mais j'ai l'impression, est-ce que tu penses que c'est un danger de rien connaître? Parce que quand on connaît rien puis que notre argent augmente en valeur, ben nos investissements, c'est correct, pas besoin de comprendre. Selon moi, je vois le danger que ben, la personne retire tout son argent, dit arrête de me faire perdre de l'argent, et c'est le pire moment pour le faire, et on n'a pas été éduqué, puis il n'y a pas d'humain qui est là pour nous accompagner. C'est ça, effectivement, c'est le danger. Fait qu'il n'y a pas de solution parfaite. C'est vraiment important de se renseigner. On va se renseigner sur, je te donne un exemple encore, je parle de bouffe. On s'intéresse à savoir c'est quoi les particularités, les vitamines, ça contient ci, ça contient ça pour des aliments. On va s'intéresser à ça parce que c'est pour notre santé. Ben, c'est la même chose au niveau des placements. Il faut s'intéresser à ça si on veut en faire. Puis pour poser les bons gestes, pour ne pas paniquer, comme tu viens de dire, parce que le robot conseiller, il ne viendra pas dire, ben, salut, vends pas, là, attends un petit peu, ça va revenir. Le robot ne te dit pas ça. Donc, oui, c'est vraiment important. Et c'est le danger de ça. Puis de penser aussi que le robot va faire des miracles. Là. Moi, j'ai toujours dit, l'espoir, ce n'est pas une sorte de placement. Ça a du sens. Puis est-ce que, tu sais, présentement, au niveau boursier, est-ce que c'est quoi tes... Puis là, je sais que personne lit dans le futur. Puis si oui, ce serait vraiment intéressant de l'avoir en Facebook Live. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qui se passe? C'est quand même étrange, l'équité qui aujourd'hui a dépassé ou a atteint le même niveau au niveau du S&P 500. Donc aux États-Unis, le niveau avant la chute qu'on a eue en mars, et l'économie qui n'a jamais été aussi, on a une baisse du PIB à l'échelle mondiale sans précédent, même pire que ce qu'il y a eu en 1929. J'ai un peu de mal à comprendre. Peut-être une de mes explications, c'est que les gens prévoient de l'inflation puis ils veulent quitter le marché obligataire pour aller dans l'équité, mais ça me semble pas soutenable. Qu'est-ce que tu penses de ça? La bourse a toujours été précurseur de 3 à 6 mois sur l'économie. OK. Donc, c'est positif. Faut pas être aussi inquiet que moi. Donc, à partir du moment, exemple, quand ça avait commencé, quand ça a descendu, c'est qu'on prévoyait que dans les mois suivants, c'était pour vraiment mal aller. C'est ce qui est arrivé. Et là, j'avais déjà entendu une expression, je pourrais même pas la dire correctement, mais tu sais, là, il y a juste des signes noirs, mais il y a un signe blanc qui se pointe la tête, là, à peine, là. Juste ça, c'est suffisant pour dire, ben ça repart, on a de l'espoir, ça va bien aller. Là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, les entreprises recommencent tranquillement. Puis, est-ce que ça va être aussi bon que le marché le prévoit là? On ne sait pas. Ça, c'est bon. Oui. Mais c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. OK, ben en tout cas, j'espère que le scénario optimiste va prévaloir parce que on a tous intérêt à ce que ça soit celui-là. Puis, en terminant, pour les gens qui veulent prendre le contrôle de leurs finances, c'est quoi on a parlé de budget, c'est quoi les quelques trucs que tu pourrais leur donner là, pour conclure avec de la valeur ajoutée pour tout le monde? Écoute, comme j'ai mentionné tantôt, la chose la plus importante, c'est les objectifs financiers. Okay. Peu importe l'objectif, c'est pas des objectifs pour les autres qu'on se fait, c'est vraiment pour nous. Donc, est-ce qu'on veut juste prendre le contrôle de ses finances? Est-ce qu'on veut se mettre à épargner? Hein, on fait son budget, puis là, ben, je suis capable d'épargner 50$ par semaine. Allons-y, OK? Donc, vraiment, l'objectif financier. Mais juste épargner pour épargner,
Ça ne marche pas. Est-ce que tu peux accumuler, je ne sais pas moi, 50 000 parce que je veux m'acheter une maison ou un chalet, un bateau, peu importe. OK? Donc, un objectif financier avec une date. Quelque chose de logique. Ça, là, c'est la base de tout. Puis évidemment, ben là, d'investir notre épargne. Si c'est du court terme, de ne pas prendre de risque. Hein? Si c'est pour un objectif de 1, 2, 3 ans, de ne pas prendre de risque. Mais au-delà de ça, là, oui, on peut penser qu'on peut investir, peu importe la façon dont on est prêt à le faire, et de suivre les conseils, de se renseigner, d'aller chercher toute l'information qu'on peut pour améliorer nos connaissances. Puis ça va nous permettre de prendre des décisions éclairées finalement, de ne jamais paniquer quand les marchés plantent, parce que ça revient tout le temps. Il faudrait que ce soit vraiment exagéré à pu finir. On n'est pas là actuellement, là, tu sais. Donc, c'est pas une économie comme au Japon qu'on vit, hein, parce que le Japon, ça a mal été il y a plusieurs années, c'est revenu, mais on n'a pas une économie comme eux. Donc, il faut faire confiance aussi à l'humain. Moi, j'ai toujours eu pour principe qu'il n'y a jamais une entreprise qui dit « Moi, je suis là pour faire faillite. » Non. Moi, je suis là parce que je veux faire de l'argent, je veux avancer. Donc, les entreprises, c'est ça. Donc, il faut faire confiance aux gens. J'adore la simplicité de tes conseils, puis il faudrait que je coupe juste les 2 dernières minutes de la vidéo, puis tout le monde pourrait s'enrichir juste avec ces 2 minutes-là. Merci beaucoup pour ta sagesse, Barbara, c'est super apprécié. Bien, ça fait plaisir, Julien. Merci, bonne soirée. Toi aussi.